Bon, bonjour à tous. Alors, on va vous parler un petit peu de WebCL. Donc c'est rapidement en quelques mots une API qui est en cours de développement. C'est tout nouveau, c'est pas prêt d'arriver dans vos navigateurs. Ça va pas arriver tout de suite, hein. Mais ça ouvre d'énormes possibilités pour tout ce qui est appli web. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Adrien Plagnol. Tous les deux, on est actuellement étudiants en Master 2 à l'Université de Lyon 1. Avec Frédéric Langlade-Bellone, qui lui est étudiant en images. Personnellement, je suis étudiant en technologie du web. Moi, j'ai travaillé l'été 2011 sur le développement de cette API WebCL dans le cadre d'un Google Summer of Code. Donc là, c'était du développement, C++, etc., code de Mozilla. Et Frédéric, lui, il s'est beaucoup servi de cette API pour faire une démo que vous allez voir tout à l'heure. Et donc, on va vous présenter tout ça. Donc, au sommaire. On va vous présenter d'abord qu'est-ce que c'est OpenCL. WebCL, c'est basé dessus, donc il faut bien savoir ce que c'est. On va vous parler de GPGPU, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ensuite, on va vous présenter un petit tour d'horizon de tout ce qui existe comme implémentation. On va vous présenter ensuite du code quand même, et des démos, voir comment ça marche, comment c'est fait. Et on va faire une petite ouverture. Donc comme le disait Adrien, avant de parler d'OpenCL, il faut parler du GPGPU. Donc c'est un concept qui est courant ces dernières années. L'idée, c'est de dire que votre carte graphique ne sert plus uniquement à afficher de la 3D temps réel, mais sert aussi à faire des calculs d'ordre général. Donc par exemple, en fait, il y a plusieurs implémentations maintenant du GPGPU. La plus connue, c'est CUDA de NVIDIA. Il faut savoir déjà sur quoi ça se base, donc il faut revenir sur les cartes graphiques. En 1995, on a créé les cartes graphiques 3D. Le principe des cartes graphiques 3D, c'était qu'on s'était rendu compte que on avait besoin d'une unité de calcul spécifique pour la 3D qui demande une masse d'informations incroyable, mais très peu d'opérations, enfin un nombre limité d'opérations. Donc on est parti du principe qu'il valait mieux paralléliser beaucoup et se limiter sur les performances réelles de chaque unité de calcul. Donc dans l'idée, voilà, donc on pouvait traiter chaque sommet, appliquer des matrices, etc. C'était pas aussi compliqué qu'un CPU, mais on pouvait se permettre de traiter un certain nombre de sommets, mais non un très grand nombre, on atteint plusieurs millions. Et ensuite, dans les années 2000, on s'est rendu compte que tout ça c'était sympa, mais que en plus de vouloir de traiter des sommets dans des traitements très simples, on pouvait aussi programmer ce qu'on appelle le pipeline, c'est-à-dire le traitement des sommets et des pixels dans la carte graphique, de façon à insérer nos propres programmes. Donc faire n'importe quel type de traitement, calculer les lumières directement sur la carte graphique plutôt que de passer par le CPU pour faire des calculs de vecteurs, etc. Sachant que les calculs de vecteurs sont câblés dans la carte graphique, donc c'est quand même assez avantageux. Et en fait, au fur et à mesure de ça, on s'est aussi rendu compte que tout ce qu'on avait fait sur le côté graphique, c'était utilisable sur le plan général. Donc, ça revient à ce que je disais, il y a moins d'instructions qu'un CPU, il y a tout plein d'instructions spécifiques au CPU qui n'existent pas sur un GPU. La fréquence d'horloge par unité de calcul est plus lente, mais il y a bien plus d'unités de calcul. Donc, théoriquement, on pourrait se dire que dans l'état actuel, avec ce pipeline programmable, c'est parfait pour paralléliser n'importe quel type de problème. Mais justement, ce qui est gênant sur le pipeline programmable, c'est que c'est fait pour du graphique. C'est-à-dire que vous allez traiter des sommets, des pixels, mais pas au final ce que vous voulez. Si vous avez un tableau de 10 000 entiers à faire passer, vous allez devoir vous débrouiller pour que ces 10 000 entiers, ça corresponde à un sommet. Et en fait, au final, ça revient à faire de la bidouille et à perdre un temps fou, à essayer de tout penser en graphique, alors que parfois ça n'a rien à voir. Le principe du GPGPU, c'est justement de s'abstraire de ça, c'est de fournir une API qui nous permettra d'avoir les mêmes performances, mais pour n'importe quel type de problème. Donc, il y a 4 API donc, qui existent principalement. Je vais principalement parler de CUDA parce que ce sera les mêmes problèmes pour les deux autres. CUDA, c'est développé par NVIDIA, ça ne marche que sur du NVIDIA, et dont l'idée, c'est que c'est le plus rapide de tous. Par exemple, si on prend un algorithme qu'on utilise assez fréquemment, qui est tout ce qui est transformé de Fourier rapide, on atteint des vitesses à facteur 1000, c'est-à-dire qu'on va 1000 fois plus vite qu'un CPU, même en parallélisant sur CPU.
Mais le problème, c'est justement que c'est très lié à NVIDIA, qu'on ne peut pas l'adapter à autre chose qu'une carte graphique. Si vous n'avez pas de carte graphique NVIDIA, le programme ne marchera tout simplement pas. Il faut prévoir un fallback pour gérer les CPU. C'est le même problème pour ADI Stream, du moins le SDK, et pour Direct Compute, donc qui est la version Microsoft de ce principe. Donc OpenCL, c'est différent. L'idée, c'est que c'est déjà standardisé, donc que toutes les implémentations ont un cœur commun qui permet de passer de NVIDIA à ATI comme vous voulez. Non, les résultats sont à peu près similaires. Il y a toujours 2-3 exceptions, mais qui se gèrent. Et c'est agnostique au sens où ça ne dépend pas uniquement des cartes graphiques. On peut le faire tourner en fait sur toute unité de traitement. Vous pouvez, par exemple, sur une carte son, tout le monde, vous avez une entrée, un traitement et une sortie, vous pouvez faire même tourner OpenCL sur une carte son. Vous pouvez utiliser votre carte son comme vous utilisez votre processeur. Donc tout ça, c'est standardisé par Khronos comme OpenGL et comme OpenCL, comme OGL. Donc dans l'idée, c'est parfait. Le problème, c'est que c'est un langage à part, c'est pas intégré directement dans votre code natif. Donc, pour vous parler assez rapidement du fonctionnement général, donc là, le schéma que je vais vous montrer qui va se dérouler, c'est un schéma bateau, on vous l'a sûrement présenté à votre première année de cours, mais l'idée, c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, vous avez un programme CL. Donc, CL, c'est un langage qui est très proche du C, c'est un sous-ensemble de C. Un programme CL, donc en fait, c'est à vous de le compiler dans votre programme hôte à l'exécution, c'est-à-dire que vous prenez votre fichier, vous avez une fonction de compilation, dans la carte graphique, faire passer les données. Une fois que les données sont passées, vous pouvez donc exécuter cela en gérant le nombre d'instances, c'est-à-dire que vous dites, bon ben voilà, j'ai 10 000 entiers, je vais lancer 10 000 instances de ça. Une fois que c'est terminé, il vous faut lire les buffers en sortie, et vous avez vos données qui ont été traitées directement par OpenCL. Donc maintenant, on voit que c'est très intéressant. Et Adrien va vous parler des implémentations qu'on peut en faire en JavaScript. Donc déjà, pourquoi on voudrait faire ça dans du web, en fait? Parce que déjà, on peut se dire, on a en quelque sorte déjà accès au GPU avec les API web. On a WebGL. WebGL, c'est quand même le même principe à la base. On prend des tas de points, on les balance dans la carte graphique, on écrit un shader, un truc, voilà, et on lance tout ça, et paf, ça fait un résultat. Le problème, c'est que WebGL, c'est vachement bien calculé, comme disait Fred, une carte graphique, c'est bien pour calculer certaines choses, mais c'est fait pour afficher des trucs. Donc, vous avez votre shader, vous avez vos données, ça vous génère une image. Alors, pour les problèmes autres que afficher des images, eh ben, c'est un peu compliqué parce qu'en gros, il faut qu'on puisse exprimer un résultat sous forme d'image pour ensuite analyser cette image et voir quel est notre résultat. Donc WebCL, c'est là que ça devient intéressant dans le web, c'est que ça nous permet d'avoir une API qui donne accès au GPU pour faire justement tous les traitements très lourds qu'on pourrait avoir besoin dans une appli web et qui sont totalement inaccessibles sans ça. C'est-à-dire que, en gros, vous accédez à une puissance de calcul démesurée par rapport à un programme JavaScript et vous pouvez faire aisément, on va dire, vous avez accès au langage CL donc, qui vous permet de typer, d'utiliser des données typées habituelles, des entiers, des floats, des vecteurs, des machins comme ça, et d'écrire des programmes simplement qui sortent des données. Alors, je vais enchaîner sur, en gros, un petit historique de comment tout ça, ça s'est développé. C'est le plus simple pour faire un tour d'horizon, c'est de voir comment ça s'est passé. Donc, pour ma part, ça a commencé en février 2011, où j'avais un TER à faire, donc travaux cadrés de recherche à la fac. On a un mois pour travailler sur un projet de recherche. Et donc, Fabien Sellier, ici présent, vient me voir et me propose son idée qui était en gros, aujourd'hui, en JavaScript, on a des web workers, on peut faire des threads en JavaScript, c'est pratique, mais on aimerait bien faire mieux et par exemple faire des web cell workers, c'est-à-dire, en gros, on va lancer un worker, mais qui travaille sur le GPU de manière le plus transparent possible et le plus simple.
Donc on a travaillé là-dessus, on est plongé dans le code de Firefox, on a voulu se tirer des balles, et on a abouti à une API minimaliste qui était un peu faite bon, comme on a voulu, quoi. C'était pas très propre, c'était pas trop. Voilà. Et on a réussi à sortir une petite démo voilà, toute simple. Où en gros, voilà, c'est juste des points qui se déplacent. Bon. Donc là, l'idée, c'est vous avez un programme CL qui va dire pour chaque point dans mon grand buffer de données, j'incrémente la position en Y vers le haut. Et tout ça, c'est fait en parallèle. Donc ça veut dire que chaque point, hop, on incrémente tout d'un coup en même temps et tout monte et du coup, c'est fluide. Bon, le problème, c'est que cette démo, c'est bien, mais ça illustre pas encore bien la puissance qu'on peut obtenir. Donc, ensuite, en avril 2011, il y a Nokia qui est arrivé, qui a dit, donc Nokia qui fait partie du Chronos Group, qui a dit, ouais, ça serait bien si on faisait WebCL, tout ça. Chronos Group leur a dit, ok, patron, et ils ont fait une implémentation sous forme d'une extension pour Firefox. Donc c'est bien, ça marche pas mal, tout ça. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'interaction entre WebGL et OpenCL. À savoir que OpenCL permet de faire des traitements et de partager un identifiant, de partager un contexte OpenGL pour afficher le résultat. Et donc ils n'avaient pas ça pour des raisons obscures de attributs privés dans une classe dans le code de Firefox, etc. qui fait que depuis une extension, on ne peut pas accéder au contexte WebGL. Bref, mais ce que ça permet, c'est quand même de faire tout plein de traitements généralistes à partir du moment où c'est pas graphique. Donc par exemple, quelque chose que j'ai développé, je ne sais pas si vous connaissez les bitcoins, ça parle un peu, ouais. Donc les bitcoins, bon, je ne vais pas vous expliquer les bitcoins, c'est une monnaie, voilà, une monnaie qui est basée sur du hash. L'idée, c'est de faire tourner un calculer un hash plein de fois jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui correspond à une certaine règle et hop, on a gagné et ça fait des sous. Bref. Donc pour faire tout ça, on a un Bitcoin miner. C'est le logiciel qui fait les calculs. Il y en a plein qui sont sortis en version desktop, qui soient en Python, avec du CUDA, tout ça. Et là, on a la version web. Donc, par exemple, c'est tout simple. Voilà, on lance. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais. Voilà. Donc là, vous voyez en haut le taux de calcul, c'est en mégahash, donc en mégahash par seconde. Et en gros, bon là j'ai l'autre démo que j'ai oublié d'éteindre derrière, donc on est à 8. Et sur un CPU, on va être genre à 1, 2. Et quand on n'a pas une autre démo qui tourne derrière, on arrive à 30 sur un GPU avec une appli JavaScript. Enfin, là, je vous parle de mon GPU, ça varie bien sûr en fonction de la puissance des cartes graphiques. Bref, ensuite, en juin 2011, donc il y a Samsung qui a dit oula, bah, nous aussi on est chez Chronos, on va faire notre petite implémentation WebCL. Et donc ils ont sorti une implémentation dans WebKit, donc il faut compiler tout ça pour tester. C'était pas mal aussi, à savoir que par contre, ils ne savaient pas trop visiblement ce que c'était du JavaScript parce que leur API collait beaucoup à l'API C d'OpenCL. Donc il fallait passer des objets en premier argument comme on fait en C, etc. Donc ça ressemblait pas trop à du JavaScript, quoi. Mais bon, ça, ils l'ont changé il n'y a pas longtemps, maintenant c'est beaucoup plus orienté objet, etc. Donc eux, ils ont l'interaction avec le graphisme, et ils ont sorti notamment cette démo, donc là que j'ai adapté à la version Firefox de WebCL. Et donc c'est une démo N-Body, donc en gros c'est tout simple, c'est des interactions gravitationnelles entre un certain nombre de points. Quand on le lance, voilà, ça tourne, c'est joli. Et si on le met en mode JavaScript, on voit tout de suite une baisse quand même de framerate. Donc là, à titre de comparaison, on est à 10 FPS.
Voilà, on a fait x4. Sachant que j'ai encore deux démos qui comptent derrière. Voilà. Et donc, août 2011, c'est là que je me suis dit, bon, c'est bien tout ça, si je proposais à Firefox de me laisser faire un Google Summer of Code dans leur projet pour faire une implémentation de WebCL, cadrée par Fabien, tout ça. Donc ils ont accepté. Et donc on a implémenté l'API directement dans le navigateur, de manière beaucoup plus propre, orientée objet. Et maintenant, donc, là, c'est justement le Firefox compilé qui fait tourner cette présentation et qui permet de faire tourner la démo de Fred, qui va vous la présenter d'ailleurs. Donc, en fait, cette démo, c'est tout simplement une évolution du de la toute première démo que vous avez vue avec les particules. Au final, elles étaient deux d'entre elles avec des particules. Donc la toute première qu'on avait fait avec Adrien. Donc le principe, c'est tout simplement qu'on a un certain nombre de particules, donc ici un peu plus de 32 000, qui sont pour l'instant juste sur une ligne simple. Le principe, c'est de gérer un moteur physique avec OpenCL, un moteur physique rudimentaire, mais un moteur physique quand même, et la partie graphique avec WebGL. Donc dans l'idée, ma toute première démonstration, elle ressemblait à ça. Je faisais tout simplement ricocher les points sur les sphères. Et ensuite, je me suis un peu plus amusé, parce que c'est quand même pas très fun, à faire des choses un peu plus amusantes, c'est-à-dire des déplacements vers les sphères et des déplacements en dehors des sphères. Donc l'idée ici, c'est que tout ce qui est vecteur, enfin tout ce qui est final vélocité, collision avec les sphères elles-mêmes, est géré par le programme CL. Tout ce que fait le programme CL, c'est qu'il change la position du point, et WebGL récupère directement les positions, donc c'est parfait pour lui. Pour vous montrer quand même 2-3 démos, par exemple, donc, oui, il y a des démos en local storage, parce qu'à refaire c'est un peu un cauchemar. Donc, je vais ouvrir un peu l'écran. Voilà, donc là justement, donc, on peut voir que, comment dire, il y a une attraction qui est faite, en fait l'attraction dépend de la masse des sphères. C'est pour ça que cette démo n'est pas incroyable, simplement parce que elle gère, enfin, comme il n'y a que de l'attraction, au final les points sont attirés vers une sphère et ils ne font plus rien. Par contre, quand on les supprime, voilà, le déplacement est géré automatiquement. Donc après, une autre démo. Voilà, donc là, dans l'idée, c'est qu'on a les 32 000 particules qui partent un peu dans tous les sens, qui retombent parce qu'il y a quand même une gravité générale. Et dans l'idée, donc, c'est que ces 32 000 particules ont une vie propre. Il y a eu quelques démonstrations, donc il y en a même eu une aujourd'hui en WebGL, de système à particules de ce genre, où il y a 80 000 particules. Il faut savoir que chaque particule n'a pas une vie propre dans les systèmes WebGL, c'est-à-dire que des collisions, ils peuvent que difficilement gérer. Ils peuvent, bien sûr, mais par exemple, la démonstration qui est sortie aujourd'hui, en fait, ils gèrent des lignes de particules. Et la ligne, forcément, c'est beaucoup plus simple. Je ne vais pas compter, mais il doit y avoir un millier de lignes, c'est gérable en JavaScript. Là, les 32 000 particules ont une vie propre. 32 000, c'est parce qu'il y a une limite sur la taille des buffers. J'aurais très bien pu augmenter le nombre de particules. Donc ensuite, la curiosité, c'est de voir ce qu'il y a derrière tout ça. Donc je vais supprimer. Voilà. Donc là, ça va être des bouts de code. Donc c'est une version très simplifiée de ce que vous avez vu avant, parce que le code étant plus long. Le programme CL final, il fait même pas 30 lignes. Hein. Mais disons que c'est que des opérations vectorielles, c'est particulièrement casse-pied à expliquer. Déjà là, ça va l'être. Donc dans l'idée, en fait, donc le kernel, ce que j'ai expliqué, c'est la fonction d'entrée. Donc tout ce qui est avec des double underscore global, c'est les fameux buffers. C'est-à-dire que vous avez un buffer qui contient la position de chaque point, et un buffer qui contient la vélocité de chaque point qui évolue en fonction de la gravité et des sphères environnantes. Il n'y a pas de fonction rand en OpenCL, donc il faut donner une graine aléatoire, donc le rand seed, FPS c'est le nombre d'images par seconde, et reset c'est tout simplement quand on veut que les particules reviennent au centre. Donc, pour montrer, voilà, c'est une version très rapide, c'est-à-dire qu'au départ on arrive, on dit bah, si c'est reset,
on va se placer sur la ligne avec une fonction aléatoire que j'ai pas mis ici parce qu'elle est incompréhensible et un placement, donc on place le point sur la ligne si justement poste de i égale à flotte 4 parce que c'est tout géré en vecteur. Vélocité de i, au départ ils n'ont pas de vélocité. Sinon on applique tout simplement la gravité avec un petit facteur pour limiter, enfin un grand facteur pour limiter et on ajoute la vélocité à la position du point. Donc dans l'idée c'est quand même très simple. C'est quelque chose que vous auriez fait en JavaScript, la syntaxe est à peu près pareille hormis la gestion des vecteurs. Et après, donc justement, la question c'est comment ça fonctionne en JavaScript. Bon bah déjà, il faut forcément vérifier qu'on a WebCL, pardon. Donc ça c'est la ligne la plus simple, c'est celle qu'il faut mettre au départ à chaque fois. Je n'ai pas tenté de l'adapter aux autres implémentations de WebCL, mais je pense qu'il doit y avoir moyen de vérifier sur quelle implémentation on est. Ensuite, il faut récupérer un contexte. Donc le principe du contexte, c'est l'objet, c'est l'élément avec lequel vous allez interagir pour faire fonctionner WebCL. La partie amusante ici, c'est qu'il faut récupérer d'abord la plateforme qui correspond plus ou moins à votre machine. Et enfin, il faut récupérer les devices qui sont sur la machine, c'est-à-dire votre GPU, votre CPU, votre carte son, comme j'avais dit, même si c'est anecdotique. Et on récupère le premier, donc par chance, c'est généralement un graphique. Et à partir de là, on prend un contexte. C'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, tu prends ce périphérique et tu crées un contexte à partir de là. Ensuite, forcément, on récupère le programme. Donc le mon programme ici, au final, c'est une chaîne de caractères qui correspond au programme CL. On le compile, forcément, donc il y a des moyens de pouvoir dire à l'utilisateur, bon, bah, tu t'es planté ici, tu t'es planté là, parce que sinon ce serait un vrai enfer. Et enfin, on crée donc le fameux kernel. Donc le kernel s'appelle Particles. On crée un objet kernel qui va nous permettre d'interagir avec notre fonction d'entrée. Ensuite, donc là, il y a deux façons de créer des buffers, c'est ce qu'expliquait Adrien. Il y a la partie où on va faire, que je montrerai tout à l'heure, on va faire que de l'OpenCL, c'est-à-dire on va dire, bon, bah, tes buffers ils sont limités à OpenCL, ils ne sont pas faits pour l'affichage, et sinon on peut récupérer directement ce qu'on a créé pour WebGL. C'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, tu récupères le buffer OpenGL, qui est donc le dernier argument. Il y a une limitation sur l'accès, donc on peut dire qu'on l'utilise qu'en lecture, qu'en écriture. Et enfin, la dernière ligne, elle fait exactement ce qu'elle indique, c'est-à-dire qu'au paramètre 0 du fameux kernel, elle va associer le buffer OpenGL. Donc c'est aussi simple que ça. En fait, il a été rempli avant, mais en version WebGL, c'est déjà documenté, ça existe déjà. Et on l'associe à WebCL. Pour créer un buffer CL, donc c'est un peu plus long, mais c'est du même acabit, parce qu'en fait là je montre aussi comment on écrit dedans. On demande au contexte de créer un buffer, toujours pareil avec une autorisation d'accès, et la taille en octets du buffer. C'est la partie un peu C-style de l'API. Ensuite il faut récupérer une file, donc c'est la file en fait qui va, vous allez dire bon, ben, je veux faire ci, je veux faire ça, ensuite progresser. Et enfin, à cette file, vous pouvez lui dire, bon, bah, tu remplis ce buffer avec le tableau que je te donne. Donc là, en l'occurrence, c'est un tableau vide. Mais vous pouvez remplir directement le buffer et dire, bon, bah, voilà, mes 10 000 entiers, c'est cela. C'est avec les typed arrays de JavaScript, donc qui sont aussi utilisés par WebGL. Ensuite, donc les arguments uniformes, parce que les buffers, c'est sympa, mais pour passer le nombre de FPS, vous n'allez pas créer un buffer d'un seul élément de 4 octets juste pour passer un chiffre. Donc dans l'idée, vous pouvez passer aussi directement le nombre 9 en donnant, l'argument numéro 9 en donnant le nombre de FPS. Et enfin, une fois que vous avez tout configuré en amont, vous pouvez exécuter le programme. Donc avant, il faut mettre une espèce de lock sur le buffer OpenGL. Et la commande enqueue range kernel, c'est pour lancer le noyau, le fameux kernel. Donc vous avez juste à préciser quel est le kernel, le nombre d'éléments à lancer, et ça, en fait, ça va lancer automatiquement le calcul. Une fois que c'est terminé, vous relâchez bien sûr le buffer OpenGL. Et enfin, ça c'est dans le cas où vous ne faites pas d'interaction avec WebGL. L'interaction avec WebGL, elle est faite. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, juste avant, ça y est, c'est fini, vous pouvez directement afficher, il aura calculé la nouvelle position des points. Mais si vous faites du traitement non graphique et que vous voulez récupérer sur la carte graphique à calculer, au final, c'est l'opération miroir de l'écriture. Donc la lecture, vous récupérez dans un tableau. Donc, ah oui, hop là. C'est loin. Oui, donc, la partie qu'on ne voit pas
C'est en fait, on peut simplement dire qu'on a un processus bloquant, c'est-à-dire dire, bon, bah, à ce niveau-là, tu termines tes instructions et ensuite, je sais ce que tu as déjà exécuté. Sinon, ça peut être plus ou moins asynchrone, c'est-à-dire avec une gestion d'événements, ce qui peut être bien pratique en JavaScript justement, où on a tendance à tout gérer de cette façon. Donc maintenant, Adrien va vous parler du futur de WebCL, c'est-à-dire de ce qui est à venir au sens version vraiment stable et problèmes. Alors, donc déjà, petite chose qu'on peut voir, c'est que un intérêt du WebCL encore, là vous avez 4 démos qui tournent, avec des petits points qui partent de partout et des bitcoins qui se calculent. D'ailleurs, j'ai peut-être trouvé quelques et c'est plutôt fluide, quoi, avec une présentation en JavaScript derrière. Voilà, ça c'est voilà, le but au final, c'est que on peut faire du calcul lourd, ça reste fluide. Alors, où ça en est? Eh ben, il n'y a pas si longtemps, en avril je crois, 2012, Chronos a sorti une spécification, donc un draft, pour commencer à spécifier l'API, précisément comment ça doit être implémenté, le nom des méthodes, quels arguments ça doit prendre, la forme que ça doit avoir, etc. Donc pour résumer, on a 3 implémentations qui sont arrivées il y a longtemps, une draft spec qui est en cours. Donc la draft spec, ce qu'on peut en dire, c'est que ça spécifie plutôt bien, regardez, comment doivent être implémentées les méthodes, le nom qu'elles doivent avoir, etc. Par contre, tout ce qui est un peu, on va dire, transverse, genre la sécurité, c'est un peu flou, quoi. En gros, dans la spécification, c'est écrit, bon, bah, pour la sécurité, il faudra un peu gérer ça, il faudra un peu gérer ça. En fait, ça revient un peu à faire ça. Ça revient un peu à dire ça. Et notamment, on parle dans la spécification donc, de problèmes du genre Same Origin Policy. Donc je pense que tout le monde s'est déjà pris la tête avec ça. Donc le problème se pose aussi bien pour WebCL que pour autre chose. Bon, les applications sont peut-être un peu plus complexes, mais voilà, si vous êtes authentifié sur un site et que vous avez un programme WebCL qui s'amuse à récupérer des infos sur ce site en utilisant votre authentification pour faire je sais pas quel calcul dessus, enfin on sait jamais quoi. En gros, voilà. Donc dans la spec c'est écrit qu'il faut gérer ça. Ici, en gros, ça revient à dire de la même manière qu'il faut que toutes données proviennent d'un même domaine, il faut que tout traitement ne puisse pas aller chercher des données dans un autre contexte. Donc pour chaque, mettons, programme CL qui tourne, vous avez un contexte associé. Vous avez aussi bien potentiellement dans le navigateur un autre programme CL qui tourne ailleurs avec un autre contexte et ses propres données. Il ne faudrait pas qu'on puisse aller récupérer les données de l'un à l'autre. Ensuite, dépassement de mémoire. Donc là, pareil, c'est écrit qu'il faut le gérer. Comment, on ne sait pas trop. Si on écrase une zone de mémoire, le problème, c'est qu'avec WebCL, on a accès directement au matériel, en quelque sorte. Donc, dépassement de mémoire et denial of service, c'est des choses qui sont inadmissibles dans un navigateur. On n'a pas envie d'aller écraser une mémoire et de faire porter le navigateur. Ou denial of service, c'est assez simple à faire. Sur Windows, il y a une sécurité dans le driver graphique. À partir du moment où votre driver graphique est utilisé et occupé pendant plus de 3 secondes, Windows il crache tout, il relance le driver. Du coup, c'est plutôt embêtant si vous allez sur un site et qu'il vous crache votre driver graphique, ça fait tâche. Donc tout ça, ça va être à gérer. Notamment pour les denial of service, ce qui est, je pense, une des idées qui était étudiée, c'était de faire une sorte de préanalyse des programmes CL pour savoir si éventuellement ils ne pourraient pas planter un truc ou faire un truc un peu trop sale. Mais bon, c'est voilà, c'est compliqué à gérer, ça va coûter en performance. Voilà, c'est pour ça que WebCL, bon, il va falloir attendre un petit peu sûrement. Voilà. Sinon, le bon côté des choses, c'est qu'il y a plein de domaines d'utilisation qui pourraient être ouverts dans une telle API. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Vous pourriez avoir une API web d'encodage vidéo,
pourrait y avoir une sorte de Photoshop en ligne ou je sais pas, un détecteur de photomontage, je sais pas, un truc comme ça. Tout ce qui se rapporte à l'analyse d'image. Tout ce qui est calcul distribué aussi, ça s'y applique pas mal. Donc les SETI atomes, les fold atomes, c'est ce qui se fait en ce moment. Mais, en gros, vous dites aux gens, c'est pratique parce que vous dites aux gens, bah, vous allez à telle page et puis hop, ça calcule et c'est mis en service. Donc plus de gens qui vont le faire puisque c'est plus simple. Voilà. Ouais, la bioinformatique, ça sert pas mal d'OpenCL, tout ce qui est calcul paralysé, ces applications qui se font beaucoup. Donc on peut penser aussi à des applis web justement orientés vers les labos, des choses comme ça. Et puis les jeux, bon voilà. Moi je sais que la démo avec les petits poules et les petits cubes, j'ai passé quelques temps à jouer avec. Je pense qu'il y a des applications qui... Ouais, je vais même te compléter là-dessus. J'avais discuté avec des gens de Facebook il y a un an qui disaient que leur problème à l'heure actuelle pour faire du jeu vidéo en ligne, c'était la gestion de la physique, des collisions, etc. Ouais. C'est purement, en pur et dur, c'est uniquement ça qui leur manque. Ouais, bah voilà. Donc tout ce qui est moteur physique, bien sûr, c'est bonheur quoi, avec WebCL. Si je peux juste préciser justement par rapport, donc c'est pas WebCL mais c'est OpenCL, il y a Adobe qui a annoncé que justement la Creative Suite 6, donc entre autres Photoshop, utiliserait OpenCL importantement justement pour profiter de son intercompatibilité avec les différents devices. Voilà. Donc on atteint la fin de notre petite introduction. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries parce que j'ai vu Fabien me regarder bizarrement tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous écoute. Il y a eu des tests sur des engins de collision comme Box2D, des choses comme ça qui ont été faits. Pour Des moteurs physiques, de gestion de collision, etc. Parce qu'il y a déjà un Box2D qui existe en JavaScript, mais qui du coup doit être un peu... Ouais. C'était galérien. on avait vu un la dernière fois justement, c'était un moteur physique en JavaScript mais sans OpenCL, enfin sans WebCL. En fait, il y a... Ouais, en JavaScript, il y a plein de choses, mais en termes de moteur physique collision. Mais en WebCL, comme c'est assez peu répandu, c'est encore à l'état embryonnaire, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui existe en termes d'application, quoi. Ça se limite aux démos de Nokia, aux démos de Samsung, et puis à ces démos-là, je crois que c'est tout. Il y a Motorola qui a petite chose, je sais pas si vous l'avez recevoir. Il y a un prototype de Motorola qui a été en même temps que le draft, parce que maintenant ils sont Google et compagnie, voilà. Et ils se sont amusés, pour ceux qui connaissent ECMAScripten, ça prend du C et ça le compile en JavaScript, avec les LVM et compagnie. Et ils avaient porté un moteur physique qui s'appelle Bullet, je crois. Bullet physique. Et Motorola a fait le test parce qu'on peut utiliser OpenCL, donc ils ont fait certains changements d'algorithme. Et il y a des performances à peu près 85 fois plus rapides que le JavaScript classique, sans optimiser. Donc ils pensent qu'en optimisant, on peut aller jusqu'à 200 fois. D'autres questions? Oui. Vous en êtes où donc de l'implémentation d'un Firefox Eh ben, on en est où? Je sais pas. On est où? Non mais en fait pour que ce soit un peu plus officiel, il faudrait qu'il y ait une API qui soit standardisée, ça? L'API elle arrive. Après il y a sur la sécurité, il y a pas mal de questions de... C'est un draft, donc déjà vous n'aurez pas comment vous devez implémenter dans la sécurité puisque l'implémentation et l'aspect c'est pas les mêmes choses. Après, côté Firefox, ils n'ont pas encore décidé s'ils vont l'intégrer dans Firefox, s'ils ne vont pas l'intégrer. Pour l'instant, ils attendent de voir. Je pense qu'ils se disent plutôt, en plus c'est des gens qui codent pour eux dans Firefox et tout, pour qu'ils aient cette partie, donc ils laissent voir et ils essaient de voir l'apport après. Donc l'implémentation après, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se monter pour avoir une implémentation open source. Donc il y a déjà Motorola et Samsung qui sont vraiment pour WebKit. Et pour Firefox, donc il y a Nokia et moi, on essaye de monter quelque chose européen pour avoir des financements et faire directement l'implémentation dans Firefox. Mais je pense qu'on part plutôt sur du 12-18 mois plutôt que du 6 mois.
Enfin, 12-18 mois, c'est déjà dans pas longtemps. Ah non, on a déjà des implémentations, il manque juste la sous-partie sécurité où on va mutualiser qui va arriver, mais sinon on a déjà les implémentations. Donc c'est pas des grosses choses à faire, il n'y a pas de gros trucs. Alors, j'ai une question faussement bête, je pense, mais je suis pas sûr des 100% de la réponse, donc je préfère poser la question. Est-ce qu'on peut prendre du code OpenCL pour faire du WebCL? C'est bien du OpenCL tout court Ouais, qu'on fait alors, tourner. En fait, oui. Alors par exemple, si on revient sur, on va pas y revenir parce qu'il est loin, sur le Bitcoin Miner. Moi j'ai fait toute la partie interface et JavaScript. Bon, tout ça, il y a une partie un peu chiante de gestion des entiers non signés en JavaScript, etc. Après, le calcul en lui-même qui se fait en WebCL, en fait, c'est un programme CL qui est open source, que j'ai récupéré voilà, sur le forum officiel Bitcoin. Il y a un mec qui développe ça. Et il tourne aussi bien sur une appli desktop que en WebCL, parce qu'en fait c'est un langage commun du coup. Voilà. Donc on peut réutiliser déjà. Il y a beaucoup de codes comme ça qui existent en OpenCL ou pas? Bah, je pense que ouais, j'imagine qu'il doit y en avoir pas mal du coup, parce que tout ce qui est traitement de signal, traitement d'image, etc. Au final, on retrouve dans plein. Je ne suis pas allé vérifier, mais je pense que ça se retrouve dans plein de projets open source. Forcément, le programme CL est là.